Bonjour les amis et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors je viens de lire un bouquin de Christian Junod, ça s'appelle Ce que l'argent dit de vous, où il explique que nous avons trois tendances de comportement face à l'argent. La tendance écureuil, la tendance sabotage et la tendance montagne russe. Il me paraît que cela n'est pas uniquement vrai face à l'argent, mais que nous avons ces trois types de comportements dans la vie tout court. En ce qui me concerne, j'ai détecté la tendance prédominante des montagnes russes dès les premières secondes de ma vie. Il nous dit de cette tendance montagne russe, j'amasse ou je m'en débarrasse. Et il explique, quand je suis en lien avec ma projection positive, c'est-à-dire que je me dis que l'argent égale liberté, j'aurais tendance à accumuler l'argent. Mais quand je suis en lien avec ma projection négative, si je me dis par exemple que argent égale injustice, je vais repousser l'argent d'une manière ou d'une autre. Il ajoute, ceci est bien sûr inconscient. Ce qui m'amène au sujet de cette vidéo. J'ai pu constater dans ma vie un comportement montagne russe récurrent, que ce soit au sujet des sentiments, de l'argent, de mon parcours professionnel. J'ai toujours navigué dans les extrêmes. Je fonçais sans retenue, rien ne semblait impossible, rien ne paraissait difficile, rien ne m'était interdit. Je multipliais les expériences, les défis, les provocations, je m'autorisais toutes sortes d'extravagances. Rien n'était assez fou pour m'arrêter. Mais toujours, au moment où l'opportunité pour moi se profilait pour que je sorte du lot, que je devienne par exemple très riche, que je réussisse de manière personnelle, amoureuse ou professionnelle, une sorte d'état intérieur inconscient me faisait tout foirer, tout arrêter, renoncer. Comme si au début, je croyais que j'étais ou méritais le meilleur et que tout d'un coup, quelqu'un en moi se mettait à croire que j'étais incapable de transformer l'essai et de réussir mon coup. Mais par exemple, là me revient cette histoire qui date quand je faisais mes études d'archi et que mes plans secrets étaient de partir en Amérique pour obtenir un master dans une grande école américaine et pourquoi pas entrer dans la cour des grands. Pour cela, à l'époque, il fallait passer par l'épreuve du TOEFL. Le TOEFL, c'était un examen universel d'anglais. Bon, il faut savoir que en Amérique, si vous êtes doué et riche, les meilleures écoles vous sont ouvertes. Si vous êtes seulement doué ou seulement riche, vous avez la possibilité d'entrer dans des écoles de second ordre. Et si vous êtes pauvre et pas trop doué, ben là, il reste la rue en gros. Donc, cet examen avait lieu à Paris et j'ai pris le train. J'étais hébergée chez un super pote. Et c'était les années 70, des années où tout était permis et nous avons refait le monde toute la nuit. Si bien que le lendemain matin, j'allais passer cet examen dans un état plutôt comateux. Je m'installais devant une liasse de feuilles euh, où je voyais des centaines de cases qui dansaient comme la Zumba devant mes yeux. Il fallait remplir 6 feuilles de QCM vachement denses au rythme de questions qui étaient scandées par un haut-parleur en anglais. Ça allait très vite. Et à un moment donné, je me suis endormie sur la table. Et quand je me suis réveillée, je constatais que j'avais loupé plusieurs pages. Alors, en désespoir de cause, je lorgnais comme ça sur mon voisin qui était quand même assez loin de ma table, parce qu'il nous avait séparés comme ça, pour qu'on ne copie pas. Et j'essayais de reproduire sur mes feuilles les courbes constituées par les croix dans les cases
que je discernais vaguement comme ça sur ses feuilles à lui. Et je terminais l'examen en plus sur les mauvaises lignes. Donc du coup, ben, j'étais persuadée que je l'avais foiré. Mais je rendais quand même ma copie. Et un mois plus tard, je reçois les résultats par courrier. Et c'est une amie qui a dû me forcer à ouvrir l'enveloppe parce que je voulais carrément la jeter à la poubelle. J'avais obtenu une des 5 meilleures notes de l'année, avec des félicitations chaleureuses du jury, et on m'offrait la possibilité de choisir d'entrer dans une des 2 meilleures écoles d'architecture des États-Unis. Bon, pour la petite histoire, il faut savoir que les corrections de cet examen étaient faites à l'époque par un système de superposition de grilles sur les feuilles de QCM. Et moi, je suis encore aujourd'hui persuadée que j'ai bénéficié d'une magistrale erreur de positionnement de ces grilles. Mais en plus de ce miracle, il ne suffisait pas parce que j'avais pas d'argent à l'époque. Et le prix pour entrer dans ces universités était totalement exorbitant. Alors, pour obtenir une bourse, il fallait que je refasse un énorme dossier que j'ai pas fait. Donc, ben, ce miracle, il m'a quand même permis d'obtenir à l'époque un visa pour les États-Unis, ce qui était plutôt assez difficile, et m'a permis de mettre le pied dans le monde des stars où je suis restée pendant quelques années. Mais cette histoire pour pointer encore une fois ma tendance montagne russe, monter la pyramide et presque arriver en haut de manière récurrente, m'auto-saboter pour me défier et devoir trouver les moyens de remonter la pente. Et là, bah oui, ma question du pourquoi se pose comme d'habitude. Qu'est-ce qui me fait agir comme ça? Bien, il s'agit ici des croyances qui tuent ou des croyances qui peuvent nous construire euh, et nous faire réussir. Qu'est-ce que les croyances, me direz-vous, viennent faire là-dedans? Bien, il y a une sorte de projection, une sorte de réaction qui disait en moi que je pouvais réussir, puisque j'ai fait l'examen malgré les conditions lamentables dans lesquelles j'y suis allée, et que j'ai rendu ma copie. Et une fois l'excellente note obtenue, euh, même si c'est par erreur, c'est-à-dire qu'une fois que les portes me sont grandes ouvertes, mais il y a une autre attitude d'auto-sabotage qui m'a fait abandonner au milieu du processus. Il y a là 2 projections antinomiques du même événement. Il y a là 2 magistrales croyances, euh, vous me voyez venir là, avec lesquelles j'ai grandi. La première croyance, ancrée en moi, euh, c'est que je suis une merde et une menteuse. Euh, oui, je vous ai raconté comment j'ai passé la nuit avant l'examen à me mettre dans l'état idéal pour le rater. Mais que j'étais nulle et que j'étais une menteuse et que j'étais bonne à rien, ça m'a été répété durant toute mon enfance et toute mon adolescence jusqu'à ce que je quitte le domicile parental. Et il faut bien le dire, dans un acte désespéré de survie. Alors la deuxième croyance, c'est que pour survivre, je dois être la meilleure. Bon, sans rentrer dans les détails, cette croyance, elle appartenait à mes parents, ça venait de toute leur expérience de vie, de mort qu'ils avaient traversée, en particulier pendant la Shoah. Mais toujours est-il que ces 2 injonctions qui ont jalonné mes 17 premières années sont ce qu'on appelle dans la psychothérapie des injonctions contradictoires. Et elles ont pour résultat de n'offrir aucun espace de vie en fait, de couper le corps en 2. Comment faire quand on croit devoir être le ou la meilleure, quand on croit qu'on est moins que rien? C'est certain qu'un terrain favorable à la réussite induit plus facilement la réussite et qu'un terrain favorable à l'échec
induit plus automatiquement l'échec. Ce sont des sortes de creusets où l'on puise nos modèles de conduite. Alors c'est quoi l'idée ici? L'idée, c'est de comprendre comment je fonctionne, d'identifier les actions qui me permettent de réussir ou ce qui me met en échec. Et la meilleure façon de m'adapter aux circonstances et de choisir d'utiliser mes efforts pour m'adapter à ce qui est juste et bon pour moi. Décider de ce que, à quoi je veux croire. Croire que je suis une merde ou que je peux être la meilleure. Cela va déterminer mes projections. Quand je parle de réussite, c'est dans tous les domaines. Si je crois que je ne vaux rien, comment je vais pouvoir me rendre compte le jour où le prince charmant voudrait s'approcher de moi? Je ne le verrai tout simplement pas. Si je suis persuadée d'être mauvaise gestionnaire, ben, il y a des chances que je n'arrive jamais à faire des économies, par exemple. Et si on m'a toujours dit que j'avais mauvais goût, ben, je me trouverai toujours mal fringuée. De la même manière, ceux qui arrivent à faire un truc incroyable, ben, c'est parce qu'ils croient pouvoir le faire. C'est aussi simple que ça. Le principe commun de toutes les croyances est qu'elles peuvent nous construire ou nous démolir. Et une fois identifié les croyances limitantes qui me pourrissent la vie, ben j'ai le pouvoir de changer mon comportement et de choisir de croire ou que tout est de ma faute, que je ne mérite pas mieux, etc. Ou bien de débusquer mes ressources et d'agir avec. Il ne dépend que de moi de décider de privilégier les croyances qui me portent, qui me poussent à me dépasser, ou même d'imiter ceux qui réussissent, par exemple en adoptant certaines de leurs croyances, pourquoi pas. La bonne nouvelle, bah, c'est que c'est possible. Le chemin vers de nouvelles croyances est devenu de nos jours une voie royale depuis qu'on sait que les autoroutes neuronales peuvent être détournées et reprogrammées. L'idée ici, c'est d'identifier ces croyances et surtout d'apprendre à en douter. Alors, commencez à vous demander si ce que vous croyez est vrai. Demandez-vous de quoi vous avez réellement besoin. Demandez-vous de quoi vous avez réellement envie. Et offrez-vous des croyances sur mesure et adaptées à votre bonheur. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de changer et je vous aime.